Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, le patron ayant pris son week-end, c'est lui qui récupère le brassard cette semaine, Florian est avec nous ce soir. Salut Florian. Salut à tous. Il nous a rendu un mauvais match sympathique en une phrase, il était donc normal qu'on le sorte de sa réserve. On est content de le retrouver autour de la table. Thomas fait son retour parmi nous. Salut Thomas. Salut. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, Berry pour ce moment, retour sur Châteauroux Hack. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes, Droit TV, pas d'apocalypse, mais au bord du gouffre, et enfin votre rubrique sur les hacks féminines. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 21, c'est parti. Berry pour ce moment. Match samedi soir entre Châteauroux et Le Hack. Messieurs, je voudrais qu'on commence tout de suite par la composition du groupe de Paul Le Guen. Moi, il y a une surprise que j'ai eue quand on a eu le groupe des 18, c'est la sortie de Casimir pour Boutaïb. Donc que Boutaïb revienne dans le groupe, c'est tout à fait normal. Mais par contre, la sortie de Casimir, je dois bien avouer que j'ai été un petit peu surpris dans un premier temps, parce que Hervé Basile était toujours là, il n'a pas joué, lui il reste. Par contre, Casimir qui fait une bonne rentrée face à Paris, et lui par contre, il a le droit de sortir. Florian, en préambule, on va commencer juste par cette première information. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, du fait que Casimir sorte du groupe ? Il fallait faire entrer une place pour Boutaïb, je pense que ça aurait été peut-être mieux de faire sortir Basile. Après, Basile est un gros salaire, même s'il joue pas, ça fait peut-être tâche, je sais pas, c'est peut-être un peu plus politique, ou peut-être que si jamais il y avait une catastrophe devant, il avait plus confiance en Basile que Casimir. Je sais pas trop. Après, pour revenir sur la compo, on change pas une équipe qui gagne, la fameuse devise, et du coup, il a reconduit les mêmes joueurs. Thomas, pour toi, qu'est-ce que tu as pensé à la fois donc de cette, pas dire affaire, mais juste du cas de Casimir, et également du fait que Paul reconduise grosso merdo le même 11 de départ? Oui, effectivement, comme disait Florian, on change pas une équipe qui gagne, une équipe perd, ça coûte trop cher comme on dit. Non, plus sérieusement, je suis un peu déçu forcément pour Casimir. Moi, je suis quelqu'un, moi je défends toujours les jeunes en fait, le centre de formation, j'ai toujours une préférence pour ça. Bon, après, je pense que le HAC a envie de justifier aussi son transfert et mettre Boutaïb en avant, effectivement, c'est logique pour eux. Après, pour la compo, un 4-4-2 à plat classique. Oui, moi, c'est une composition que j'aime bien, moi, le 4-4-2. Moi, je suis football à l'ancienne, donc c'est satisfait de cette compo. Donc oui, tout à fait logique. Moi, je vois pas trop de soucis. Évidemment, oui, Casimir, j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais bon, c'est comme ça, on fait avec, et puis on change pas l'équipe qui gagne. Donc pour moi, c'est logique au final. Donc, messieurs, on va aller directement sur le match. Je sais pas vous, mais on a retrouvé les matchs du HAC un peu chiants. Des bons matchs de Ligue 2 à l'ancienne, où on s'est ennuyé un petit peu, mais où par contre, on a eu un moment de frayeur. C'est une petite sortie de Mathieu Gorgelin qui était à nouveau très loin de sa ligne. Pas de risque qu'il prenne un rouge. Par contre, on était à 2 doigts de se prendre un but, et il n'y a pas eu grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Florian, cette première mi-temps pour toi, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton analyse? C'était long, pour ma part, je le cache pas. S'il y avait pas l'émission, peut-être que j'aurais pu trouver autre chose. Alors malheureusement, avec le confinement, faire autre chose, c'est compliqué. Il y avait QRM-FCR, si tu voulais. Non, je préfère ne pas regarder. Non, après, j'ai trouvé quand même l'équipe de Châteauroux, sans être flamboyante, plutôt bonne. Je pense qu'elle mérite pas vraiment cette 20e place. Après, c'est la Ligue 2. Tout le monde est un peu pas forcément ni bon ni mauvais. Après, pour Gorgelin, il a voulu rendre hommage à un gardien de Liverpool qui a fait à peu près la même ce week-end, sauf que la différence c'est que lui s'est pris un but et pas Gorgelin, heureusement. S'en est pris deux différents. S'en est pris deux. Et pour la frappe est peut-être un peu molle du Castelroussin, et puis il y a Mayembo qui veille sur la ligne. Non, c'est une équipe à vrai solide qui était bien en place, et Châteauroux les a un peu pas bousculés, mais les a empêchés de développer le jeu. Du coup, on rentre à la mi-temps sur un 0-0 ennuyant mais logique. Thomas, même question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps samedi soir?
Bah, je suis tout à fait d'accord avec Florian, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, une équipe havraise, ouais, bien en place. Bon, qui a démarré timidement malgré une première belle occasion, on va dire, dès le début du match. Ouais, des Havrais qui ont forcément été un peu bousculés quand même. Hein. C'est vrai en termes de statistiques, c'est le Hack qui a la possession, mais la domination. Et enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était quand même Châteauroux. Une équipe généreuse, malgré sa dernière place, qui je trouve pas méritée. Hein. En plus, il restait sur une bonne dynamique, hein, avec des confrontations face à Chambly et Niort qui étaient plutôt satisfaisantes de leur part. Non, voilà, je pense que le Hack bon, malgré un match un poil ennuyeux quand même, a rendu une assez bonne copie. C'était un peu mieux que d'habitude. Bon, moins bien quand même que contre le PFC, mais non, j'ai trouvé cette équipe à Brest, voilà, sont rentrés tranquillement dans leur match. Bon, évidemment, il y a eu l'alerte Gorgelin, qui a quand même failli faire la boulette de l'année, enfin de ce début d'année du moins. Bon, bien rattrapé par Mayenbo, merci d'ailleurs à lui. Prendre un pion là sur le cours du jeu là, ça aurait été bête. Ouais, mais voilà, non, ils ont bien tenu et puis voilà, bien en place. Et, j'ai rien à dire malgré que ce soit un petit peu ennuyeux, mais ça reste quand même une assez bonne copie sur cette première mi-temps. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas rencontré un 20e habituel et que Châteauroux était un niveau qui était supérieur à celui que normalement aurait dû avoir l'équipe. Donc on s'y attendait, il n'y avait pas de surprise, comme vous l'avez dit, il y avait une dynamique aussi de leur côté qui est faite parce que eux sont quand même dans un objectif maintien en partant quand même de beaucoup plus loin. On leur souhaitera d'ailleurs la réussite possible. Même si le sort n'a pas été en leur faveur samedi soir, et tant mieux pour nous, on va pas s'en plaindre. On prend ce qu'il en est. Moi, je le dis, j'ai pas trouvé la première mi-temps formidable de la part de nos Havrais. C'était pour moi beaucoup mieux en 12e, enfin beaucoup mieux. C'était mieux. C'était mieux en deuxième, c'était un peu plus animé. Par contre, on a eu aussi une alerte à notre niveau, mais qui nous a un peu plus inquiétés. C'est on a vu Pierre Gibaud qui se tenait la tête et Romain l'a appelé après le match, il tenait à nous rassurer. Il a juste eu un très gros mal de crâne et il y a rien de plus à avoir à ce sujet-là, même s'il y a eu une petite réorganisation tactique suite à ça. Et peu de temps après, sur une nouvelle percée, faute dans la surface de Châteauroux, Stéphanie Frappard qui siffle penalty pour le Hack. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas eu de sujet à ce niveau-là. Je trouvais le penalty était pas généreux, mais c'était pas extrêmement flagrant. Et Capitaine Bonnet, encore une fois, qui a sorti la cape, le masque et qui montre la voie, qui nous sort la petite Panenka qui va bien pour marquer le 1-0. Florian, on va commencer avec toi concernant cette deuxième période plutôt sympathique, ce début de deuxième période. Est-ce que tu as vu comme moi le changement au retour des vestiaires? Ouais, c'était un peu mieux sans vraiment être non plus époustouflant. On a senti quand même des vrais qui avaient besoin de prendre des points et qui voulaient se donner un peu plus. Après, comme je l'ai dit, Châteauroux jouait assez bien, du coup, ils étaient mis un peu en difficulté. Pour la sortie de Gibaud, bon, moi j'avais fait une petite blague. J'ai la moitié de mon histoire qui était bonne. Hein. J'avais dit qu'il avait un mal de crâne à cause de la situation du cas Basile. J'ai la moitié de l'histoire qui est bonne, à savoir si l'autre moitié est bonne, je sais pas encore. Donc ça reste à prouver. Non, plus sérieusement, ça arrive. On a déjà eu des joueurs sur le terrain qui avaient des problèmes gastriques, d'autres. C'est la première fois que par contre je vois quelqu'un qui a un joueur qui a un mal de crâne. Mais je lui souhaite juste du repos. Il fait le taf depuis qu'il est là. Il y a eu des matchs où c'était pas terrible, mais à l'image du club. Donc je lui souhaite le meilleur et qu'il revienne au plus vite. Ensuite, pour le penalty, la spéciale. Hein, j'ai vu un abonné sur Twitter qui a dit sur les prochains sur Football Manager, les penalties seront notés tiers sur 20. C'est ça, c'est la spéciale Jabal, c'est je vais chercher un péno et il le fait plutôt bien. Après, est-ce que le péno est valable ou pas? Je pense que oui. Est-ce qu'il est flagrant? Je ne pense pas non plus. Ensuite, j'ai été surpris de voir Bonnet prendre le ballon. Alors dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est le coach qui a choisi? Est-ce que c'est Bonnet qui est capitaine qui a choisi? Ou alors la fameuse règle que tu avais parlé, Gilles, c'est on se fait pas justice soi-même et enfin mis en place. Donc du coup le pauvre Jamal va jamais tirer les pénaux. Non, c'était plutôt positif. Après Bonnie il claque une panenka, c'est comme l'a dit Romain sur Twitter et je fais le relais dans l'émission, ça montre que c'est lui le capitaine et qui lui il a la confiance et il veut montrer à toute l'équipe que regardez, avec la confiance on peut faire quelque chose de très positif et mettre une panenka, certes on a de l'avance sur les barragistes et le maintien, faut quand même le faire. Hein. La EAV est dans une situation où on marque pas beaucoup de buts.
La plupart du temps, quand on marque, c'est sur des situations, soit un penalty, soit un but avec un petit peu de chance. Là, claquer une Panenka comme ça, non, c'est respect, hein. Sans vouloir être vulgaire. Il y a des gens qui ont parlé il les a mis sur la voilà. table, hein. Il les a mis sur il les a mis sur la Ouais. table et il a dit voilà, c'est comme ça. Le patron est là. Je veux dire, le boss c'est Volpe, mais le patron c'est Bonnet. Et dans son attitude, ça fait que confirmer de toute façon la montée en puissance qu'a Alex depuis sa rentrée à Toulouse où il avait mis un but et où depuis il est indiscutable. Il a juste remis certaines choses au point et dit maintenant le patron c'est moi. Et au moins si les joueurs avaient besoin d'un repère, vous regardez ce que fait Alexandre. Normalement, en ce moment, ça devrait aller pas trop mal. Et quand je vois ça, j'ai juste une pensée, c'est pour Thierry. Lui qui galère, qui a des ratés, même parfois qui sont quand même, je vais pas dire, qui sont vraiment énormes. Voir son capitaine qui claque une Panenka sur un penalty, il se doit se dire ah ouais donc ok. Là, il a la confiance, il fait comme ça, il faut que je fasse pareil. Alors je dis pas qu'il doit claquer des Panenka, mais Non. il voit la mentalité, il se dit que c'est le bon chemin. C'est voilà, il faut trouver la confiance. Quand la confiance est là, tout réussit. Donc non, plus que de marquer le but, je pense que alors je pense pas que Bonnet pense à ça quand il tire le péno, je pense qu'il pense juste qu'à marquer. Mais c'est tout un symbole, ouais, il aurait pu mettre un plat du pied contre-pied du gardien, non, il va te claquer la Panenka et c'est vraiment pour moi un symbole, c'est pas, je dis pas c'est le geste de la saison, mais c'est pour montrer vraiment à son équipe que voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Prenez des risques. ça veut dire ayez pas peur, assumez les risques que vous prenez et vous en faites pas, ça va bien se passer. Thomas, sur ce début de deuxième période, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? J'ai trouvé que au niveau de la rentrée des joueurs, je pense qu'il y a un message qui a dû passer dans le vestiaire. J'ai trouvé la vraie mieux en fait qu'en première mi-temps. Je les ai trouvés un petit peu étouffés en première. Non, la vraie était vraiment, je trouve, beaucoup mieux en seconde mi-temps, clairement. Moi, cependant, j'ai un petit bémol, je trouve que Thierry, malheureusement, il est encore vraiment seul. J'ai l'impression qu'on essaie que toute l'équipe vraiment essaie de jouer sur lui, notamment Bonnet, que j'ai trouvé excellent d'ailleurs sur ce match, qui a vraiment donné beaucoup de bons ballons. Et malheureusement, sur la finition, c'est assez compliqué pour lui. Et je pense que malheureusement, il compense ça en allant chercher des penalties. Et je pense qu'il a été malin parce que, après, c'est ce que je me dis, hein, ça c'est mon intuition qui me dit que étant donné qu'il a su que c'était Stéphanie Frappard en termes d'arbitrage, je me demande s'il a pas été malin à chercher vraiment le penalty encore plus que d'habitude. Même si bon, il le fait par habitude, mais je pense que là, il a vraiment été malin sur ce coup-là. Et donc, il a vraiment donné ce penalty que j'ai trouvé un peu généreux quand même. Mais voilà, il a été malin. Et puis effectivement, ouais, Bonnet transforme ce penalty en patron, avec une Panenka zidanesque, j'ai envie de dire. Bonne mi-temps de la part du HAC, qui en plus, je trouve, après le but, s'est un peu libéré, avec des bonnes phases de jeu où le ballon tournait plutôt bien. Et puis un Gorgelin qui a rattrapé sa boulette aussi sur la fin de match, sur grosse action de Sanganté, du coup avec une belle claquette, et puis un bel arrêt sur le corner qui a suivi. Je trouve que le HAC a bien géré sa deuxième mi-temps et le 1-0 finalement dans l'ensemble du match n'est pas volé. Non, on se récupère de toute façon comme on avait dit avec Châteauroux qui a eu comme action effectivement ce que tu dis en fin de période, la double situation. Une double situation qui est à peu près ça. C'est vrai que mis à part ça, ils n'ont pas eu de grosses occasions pour marquer. Pour une fois que ça se passe plutôt bien pour nous et que au terme d'un match chiant, on réussit à prendre la victoire, on va vraiment pas bouder notre plaisir. Surtout que ça permet une fois au HAC déjà de remonter provisoirement, alors où vous écouterez ça en première partie de championnat. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Et c'est peut-être plus anecdotiste, mais de rester au contact de Malherbe. Donc ça aussi, ça nous promet un derby prochainement assez sympa. Donc voilà. Eh ben écoutez messieurs, je pense que pour l'analyse du match, nous en avons terminé. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. En l'absence du taulier romain, c'est le super sub Thomas qui s'est chargé de cette rubrique. Thomas, qu'as-tu glané sur les réseaux sociaux samedi soir à la suite de cette victoire du HAC à Châteauroux?
Alors effectivement, beaucoup de réactions, alors surtout post-match, hein, bien évidemment. J'ai dû faire un tri qui n'a pas été facile parce que j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes réactions, des très bons résumés de la situation. Alors je vais commencer évidemment par Romain, hein, qui n'est pas là cette semaine, évidemment. Donc petite pensée pour lui. Donc Romain qui nous dit démarrage difficile, première mi-temps sans trop de déchets, Thierry dans son exercice favori, obtenir des pénaux et Bonnet qui transforme cette fois, ils ont retenu la leçon. 3 points, le plus important. C'est un bon résumé, succinct, et on n'a pas, ouais, ça résume bien la pensée qu'on avait, et on rajoute aussi, effectivement, que Bonnet est vraiment redevenu le capitaine. Et je pense que là, il doit continuer par son match à être l'exemple qu'il doit être pour tout le reste de l'équipe. Ensuite, j'ai Tyranor qui dit peut-être moins abouti que contre le PFC, mais de très beaux mouvements. Une bonne seconde mi-temps où on a su gérer 9 points sur 15 sur les 5 derniers matchs. Invaincu depuis 6, on prend. Ouais, non, il n'y a rien à rajouter. Invaincu depuis 6 matchs. J'ai noté aussi qu'on s'est pris 2 buts sur ces 6 derniers matchs. Ouais, non, la confiance est retrouvée défensivement, un peu plus de mal offensivement, mais Bonnet montre la voie. C'est ce que tu disais en plus, Florian, toi, dans ton challenge des 9 points sur 15, là, pour le moment, on est dans les bons clous, donc ça permet justement de voir venir avec des matchs prochainement. Il y a Dunkerque, il y a Pau qui viendra aussi un petit peu plus tard, donc ça offre quand même des perspectives de réussir ce challenge qui, normalement, devrait nous permettre de nous maintenir pour au moins cette saison. Voilà, ensuite, j'ai Roméo Clos qui nous dit on respire, on essaie toujours de produire du jeu, mais on paraît tout de même bien inoffensif devant. Au moins, il y a des combinaisons qui montrent qu'on joue bien au football. Gibaud était pas dedans depuis le début, sa sortie est logique. Mayembo, c'est le papa. Gibaud, donc on a su pourquoi il était pas bien, donc ceci explique peut-être un peu cela. L'animation offensive, ouais, c'était moins bien, ouais, c'était peut-être un peu moins bien. Bon, au moins déjà qu'on récupère une solidité défensive, et ça au moins avec Gibaud et surtout Mayembo en charnière, on est assez tranquille en ce moment. Donc on va toucher du bois en espérant que ça tienne bien jusqu'à la fin de la saison. Puis ensuite, l'apport offensif, ça se travaille, et il faut voir ce que Bouteille peut rapporter une fois qu'il sera redevenu titulaire. Qui on va sortir pour le remettre titulaire, se posera aussi la question. Mais au moins déjà qu'on se sauve tranquillement, ça en prend le chemin. Ensuite, j'ai Carpet qui nous dit enfin une série de victoires, bon contre le dernier certes, mais il y a eu du bon, même si devant il manque des choses. À noter que Bonnet nous fait beaucoup de bien, comme quoi. Ensuite, j'ai Fanatic qui nous dit jeu, geste et match. Merci Alex déjà pour ce geste osé. Ça prouve que notre capitaine est en confiance. Sinon, c'est la deuxième mi-temps qui est à retenir. 2 matchs sans encaisser de but, c'est positif. On est sur la bonne voie et un groupe se dégage. Et bravo Féfé, le patron. Outre le jeu de mots que j'apprécie, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette réaction. Et donc dans cette série de tweets post-match, je vais finir par François Manoury qui nous dit un match cohérent, une solidité qui se confirme, une zone rouge qui s'éloigne. Le HAC est vraiment sur le chemin du renouveau. Reste à gagner des matchs sur un autre score que 1-0, mais ça devrait venir. Florian. Je voudrais réagir surtout pour la suite. Oui, comme tu l'as dit, on retrouve le première partie de tableau 10e. 8 points de la 5e place et à 10 points de la 18e. Pourquoi je parle de la 5e place? Non pas que je pense que nos Havrais peuvent aller chercher les playoffs. Je pense qu'on est encore trop faible, surtout devant. C'est pour montrer que en espace de 2 matchs, on fait 2 victoires et on remonte à être beaucoup plus près de la montée que de la descente. Ça veut dire aussi que si on fait une mauvaise série, on peut être encore plus près de la descente que de la montée. Donc faut pas s'emballer. Certes, c'est 2 victoires, mais il faut aller chercher là les 2 prochains matchs sont contre des adversaires, pas se mentir, qu'on peut qualifier de faibles. Donc il faut aller prendre des points pour se mettre à l'abri, parce que les Havrais cette saison ont fait une série terrible je crois que c'était 15 matchs sans victoire. On n'est pas à l'abri que ça recommence, donc il faut aller chercher vite les points. Là, comme tu l'as dit Gilles, on avait un objectif de 9 points sur 15, on est à 7 sur 9. Si on va gagner à Dunkerque, Dunkerque c'est à la maison, oui. Si on gagne contre Dunkerque, voilà, on sera à 10 points. L'objectif serait rempli et on pourrait même aller chercher un 13 sur 15 qui serait vraiment super bénéfique. Prochain match évidemment, Dunkerque à la maison. Ils ont perdu samedi contre Nancy, demain. Ils sont 16e avec 26 points, 17e équipe à l'extérieur, pire attaque de Ligue 2 avec 19 buts.
sachant que nous en ce moment au niveau défense on n'est pas trop mal, donc ça devrait être intéressant de surveiller notre défense, voir si elle est toujours aussi solide, et il va falloir être réaliste devant. Après, moi ce qui me fait peur, c'est que le Havre à la maison, sur 12 matchs, c'est 6 matchs nuls, et on connaît depuis quelques années les difficultés qu'on a contre les promus et les équipes de bas de tableau. J'ai pas envie de revoir une performance contre Nancy. Voilà, c'est ma seule crainte. Je vais pas dire que je suis angoissé à l'idée du prochain match, mais je suis pas non plus 100% serein, mais malgré les 2 victoires d'affilée. Disons que Dunkerque, faut se rappeler du match aller où ça avait été plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est que Dunkerque et Pau, c'était des matchs à peu près similaires, c'est-à-dire tu prends 3 points dans les 2 cas, mais à chaque fois il y avait une énorme maladresse dans l'équipe d'en face, donc tu aurais pu sanctionner ça. D'ailleurs, Dunkerque de mémoire, c'était Basile qui avait marqué. Il sortira peut-être de son banc de touche pour justifier son salaire aussi samedi prochain. Et en tout cas, juste capitalisons sur ce qu'on... Ouais. Tu parlais de toute façon du rythme. Prenez la moyenne de points des équipes actuelles. Vous verrez que c'est pas exceptionnel et que forcément, si tu es capable de faire 6 points en 2 matchs, forcément, tu vas reprendre des places au classement, mais c'est que temporaire. Et comme tu l'as dit, il suffit d'un stop sur 2 matchs et tu redescends de ce que tu as gagné. Donc, c'est pas encore le carnaval, mais on sait jamais. Ça peut au moins permettre de voir peut-être un peu plus de football si les joueurs sont relâchés, même si il est beaucoup trop anticipé, bien évidemment, pour parler d'autre chose que d'un maintien tranquille. Je vais prendre 2 tweets, on va dire un peu plus légers, parce que tout à l'heure on était vraiment dans le sérieux. On reste comme sur Twitter, donc c'est quand même le média entre guillemets où on peut se lâcher, on peut parfois me troller, ça peut arriver. Alors à la mi-temps, j'ai Emmanuel Calafat qui nous a dit à Gaston Petit, ils ont mis Gangnam Style à la mi-temps en 2021. Voilà, je trouvais ça assez rigolo. Voilà, simple, basique. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Peut-être pour rappeler le côté champêtre de Châteauroux, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, ça reste de l'humour très second degré, j'ai apprécié. Et tweet de fin de match, tout à l'heure, Florian, justement, on avait parlé. Donc, c'est Polo LH qui a dit, annonce d'une nouvelle notation dans Football Manager 2022. La capacité d'un joueur à obtenir des pénaltys sera notée en tiré sur 20. C'est magnifique, c'est exactement ça. S'il y avait vraiment un classement, je pense pas que ça sera fait un jour, mais des joueurs qui récupèrent le plus de pénalty, il doit être dans le top 10 facile. Tu sais, il y en a qui font, pour Tino l'année dernière, on a fait une compilation de buts. Pour Jamal, on va faire une compilation des pénaltys obtenus. Ça peut faire une jolie vidéo sur YouTube. Faudra y penser. Merci Thomas pour ces réactions. Une fois de plus, chers amis auditeurs, vous avez du talent. Et maintenant, nous attaquons notre deuxième sujet, droit télé. Canal+ a donc obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les lots laissés disponibles par Téléfoot en échange d'une rallonge modique et du paiement intégral des sommes restantes pour le reste de la saison dès maintenant. Cette bouffée d'air frais va permettre à certains clubs de finir la saison, mais sera-t-elle suffisante pour pouvoir repartir l'an prochain ? Avec des manques à gagner allant de 3 à 40 millions d'euros en fonction des situations, les clubs ont certes des difficultés différentes, mais qu'en sera-t-il de la pérennité des participants au championnat professionnel pour la saison à venir ? Nous écrivons un nouveau chapitre de la saga tout de suite. Messieurs, c'est une question qui même à notre niveau s'était posée parce que jusqu'à jeudi officiellement, on ne savait pas si le match serait diffusé et surtout sur quelle chaîne. Donc je ne vous cache pas que j'étais très content de voir que beIN Sport récupérait les droits. Comme ça au moins ça faisait un abonnement pour suivre toute la Ligue 2 et ça c'était bien parce qu'il faut se l'avouer quand même que de temps en temps devoir payer beIN en plus de Téléfoot, ça commençait à faire un peu cher et ça au moins c'est une bonne chose. On va pouvoir finir la saison des activistes, donc ça c'est très bien. Mais en revenant à une situation un peu plus terre à terre, les clubs vont prendre assez cher. Et à votre avis, messieurs, est-ce que ce manque à gagner qui est estimé entre 400 et 500 millions en fonction des estimations sur lesquelles les clubs auraient dû budgéter la saison, est-ce qu'il va y avoir de la casse, potentiellement des clubs qui ne repartent pas l'an prochain et paradoxalement, est-ce que ça peut réussir à un club qui est plutôt bien géré comme le HAC Thomas, on va commencer avec toi. Alors oui, alors déjà oui, effectivement, comme tu disais, Gilles, déjà bon, on est rassuré, on va pouvoir voir nos matchs déjà jusqu'à la fin de la saison, ce qui est déjà un bon point. Déjà vous en avez parlé il y a quelques émissions, je crois que c'était Florent qui avait mis
ce point-là en avant, c'était l'aspect spéculation de ce marché qui finit du coup éclaté. Donc les droits télé, ça devient quand même des grosses sommes en jeu et voilà, c'est l'offre, c'est comment dire, c'est la loi du marché, quoi, l'offre et la demande. Et pourtant, moi, je suis convaincu que c'est du foot, certes, c'est du business, c'est du foot moderne, mais moi, je suis partisan du foot populaire. Et moi, je trouve que la situation actuelle, c'est du grand n'importe quoi, hein. Honnêtement, ce qui se passe, c'est affolant. Voilà, donc après, toi, Gilles, t'avais dit dans les précédentes émissions qu'il y aurait des solutions qui seraient mises en place, notamment peut-être du foot à la carte. Ça, moi, je serais d'accord, mais ça a l'air d'être assez compliqué à mettre en place. Bon, voilà ce qu'il en est. Je trouve que finalement, c'est le consommateur qui se retrouve un peu lésé, moi, dans l'histoire. On se retrouve avec X chaînes, pléthore de services mis à disposition. RMC, Canal+, Téléfoot. Je trouve que le football, ça commence à revenir cher, surtout si on est amoureux du ballon. Voilà, je trouve que c'est le consommateur qui est lésé. Et effectivement, les clubs aujourd'hui doivent s'adapter. C'est compliqué. Je pense que les clubs doivent trouver des solutions, à mon avis, alternatives. Je pense que voilà, Vincent Volpe par rapport au WAC a fait quelque chose de plutôt bien en trouvant voilà des alternatives, comme je disais tout à l'heure, notamment avec le centre de formation et puis l'hôtel. Hein, ça peut générer des revenus, ça peut être des très bons manques à gagner, à voir, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que les clubs doivent s'adapter malheureusement et trouver des solutions peut-être avec le sponsoring ou d'autres choses pour combler ces revenus manquants. Donc ouais, pour moi c'est un gros bazar, hein. Honnêtement, je suis pas forcément rassuré avec ça. Honnêtement, ouais. Je sais pas ce qui va se passer, ça fait un peu peur en fait. Florian, pour toi, quel est le nouveau paysage qui se dessine avec cet accord provisoire jusqu'à la fin de saison, en attendant le prochain appel d'offres qui aura lieu d'ici 2 à 3 mois? Est-ce que tu penses que le HAC va pouvoir tirer sa carte du jeu par sa bonne gestion en allant se porter au secours, et je mets des gros guillemets à cette expression, de clubs qui auront eu, eux, de grosses difficultés à passer ce moment difficile? Tout d'abord, pour revenir sur le point consommateur, supporter, moi, franchement, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait être Canal qui reprenait le lot. Est-ce que c'est ce que je souhaitais? Oui et non. On revient à l'ancienne, on revient sur Canal qui prend les lots et qui donne à Bein parce que pour Canal+, la chaîne diffusée de la Ligue 2, je suis pas sûr que ça soit rentable pour eux, donc ils donnent les lots à Bein. Pour les fans de Ligue 2 et particulièrement du HAC, c'est tant mieux que tout soit sur la même chaîne. Je suis d'accord avec toi parce que changer, aller sur Téléfoot, puis le week-end d'après, ah bah non, vous jouez là sur Bein, c'est un peu embêtant. Après, pour revenir sur la situation du Havre exclusivement, je pense que ça va le faire. Vincent Volpe n'a pas investi cette saison sur des joueurs, en tout cas pas niveau transfert, indemnité. La seule crainte qu'on peut avoir, ça c'est pour tous les clubs, c'est le pillage des talents. Alors certes, les saisons sont compliquées dans tous les championnats avec le Covid, mais encore plus pour la France, du coup, avec cette histoire de droit télé. Pour le Havre, vu la saison qu'on fait, je vois pas de joueurs qui vont être pillés, hein. Je vois pas de joueurs qui vont éclater. Le seul que je peux voir en tête, c'est Meraz qui a une petite cote parce qu'il est international turc. Et il y a l'Euro à la fin de la saison. Ça. J'ai pas plus d'appréhension sur les joueurs que ça. Après, on sait que le Havre est un club qui aime le lapsus révélateur. Qui a l'habitude. Qui a l'habitude de se faire un peu piller. Non, sur la situation havraise, je sais pas. Pour la vision à venir, on verra ce que ça donnera. Je pense que vu la frayeur que s'est fait la LFP, ils vont pas tenter quelque chose de nouveau d'ici quelques temps. Donc je pense que l'accord avec Canal va être reconduit au moins sur les prochaines saisons. Donc ça, je suis presque quasiment sûr, à moins que Canal leur fasse encore un coup de Trafalgar pour rebaisser les prix, mais pour moi ça va rester chez Canal. Moi, ce que j'attends, c'est de voir la saison prochaine, voir les clubs qui étaient en bord de précipice avec la DSCG, voir s'ils arrivent à passer. Même s'il y a des clubs dans mon cœur que je n'aime pas du tout, je leur souhaite pas ça, parce que il y a des supporters derrière, même s'il y a des rivalités très fortes entre nos clubs et les leurs. Je citerai pas le club, mais j'ai pas envie que des supporters soient lésés parce que c'est pas le club qui a fait l'erreur, c'est carrément la ligue. Alors après on dira aussi que les clubs ont poussé pour cet accord, mais j'espère justement qu'il y aura pas vraiment trop de casse d'ici là. Je sais pas si les clubs vont se soutenir entre eux vu que c'est la
la situation est la même pour tout le monde. Alors déjà sur ce point-là, tu peux abandonner. Hein. On a bien vu ce que c'était. Les clubs pensent d'abord à eux-mêmes. Donc il y a la solidarité entre eux. On oublie. Hein. La seule solidarité que tu vas avoir, c'est pour les très gros clubs ou prétendus gros clubs de Ligue 1 qui eux sont capables d'amener les accords pour qu'il y ait plus d'argent vers le haut de la pyramide et qu'il y en ait moins vers le bas. Hormis ça, la solidarité, ça n'existe pas. Ça, il fallait s'en douter. Alors après, c'est logique, hein, on essaie de sauver sa maison avant de sauver celle du voisin. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, ça sera la saison prochaine. Et quand je dis ça m'inquiète, c'est au niveau transfert pour le Havre. Cette année, ça a été, on va pas se mentir, c'est un mercato pas terrible, sans indemnité de transfert, sans gros coûts. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que le Havre aura les finances pour tenter des coups et profiter que les autres clubs soient en restriction et serrer la ceinture pour essayer, pourquoi pas, enfin de jouer ce fameux objectif qui est la montée? Je l'espère. Je suis pas convaincu, mais je l'espère. Et du coup, j'attends ça avec impatience. C'est cette saison, dans tous les sens du terme, elle est à rayer pour notre club et on faudra vite passer à la suivante, voir les objectifs et les moyens mis pour réaliser cet objectif. Le hack, on sait que même s'il y a quand même des passages en DNCG qui sont bien plus faciles ces dernières années, c'est un confort vis-à-vis de beaucoup d'autres. Se pose juste la question, voilà, de la politique que le hack va adopter dans son recrutement. Prenons le cas, tu en as parlé d'Oumout Meras. Si Oumout Meras s'en va contre un transfert payant, son remplaçant, on l'a déjà, il s'appelle Aymen Ben Mohamed, vu qu'il a été prêté 6 mois et que Ben Mohamed n'est parti que parce que Meras est resté. On a pu comprendre de l'entretien qu'avait donné Paul Le Guen en conférence de presse, c'est parce que Ben Mohamed avait Meras dans les jambes qu'il a souhaité partir. C'est pour ça que c'est que 6 mois. Donc déjà à ce poste-là, un recrutement qui est déjà fait. Ensuite, c'est plutôt quelle politique le HAC va adopter. Les transferts en tant que tels risquent de baisser. Faut pas oublier qu'en plus tu as le robinet anglais qui prenait tout, alors des fois à des prix complètement délirants, va se tarir sérieusement. Donc déjà, il y a la possibilité d'envoyer beaucoup de joueurs en Angleterre, elle va se réduire considérablement. Tu vas avoir comme point de sortie pour les jeunes joueurs, tu vas avoir l'Allemagne qui a vraiment la cote ces dernières années auprès des jeunes joueurs, mais les Allemands ils prendront que les meilleurs. Donc c'est-à-dire là aussi ils feront pas de la masse, ils feront du qualitatif et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont pouvoir partir. Et donc les clubs français qui se sont basés uniquement sur les transferts et sur les droits télé vont devoir réinventer un modèle économique plus sobre, mais peut-être plus solide. Effectivement, on se dirait aussi peut-être que le sponsoring, comme disait Thomas, peut aider, mais en ce moment, les entreprises ont autre chose à faire, je pense, que de mettre de l'argent dans un club de football professionnel pour lequel il n'y a personne dans les stades et pour lequel ils peuvent même pas eux-mêmes, en mettant de l'argent, voir les matchs au stade. Hein. On a vu, hein, Malherbe a essayé, coucou les copains, a essayé de faire ça face au PSG. Ils se sont très sérieusement fait taper sur les doigts par la préfecture du Calvados. Donc, c'est-à-dire en gros, tu peux vraiment pas faire grand-chose. Donc, sobriété financière, peut-être rééquilibrer les salaires à un niveau un peu plus acceptable pour des clubs qui mettaient de l'argent sur des joueurs un peu trop. Quand on entend que des fois en Ligue 2, tu as des salaires à 50 000 balles pour des bruts pour des joueurs. On est dans le délire. Il y a peu de joueurs qui sont en Ligue 2 qui méritent un salaire comme ça. Pour info de mémoire, Tino, c'était 45 000, je crois, de mémoire par mois. Seule différence, c'est que Tino, maintenant, il est dans le top des buteurs de Ligue 1, donc lui, sa valeur est démontrée. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est plus, en fait, vous allez voir dans cette affaire, il va y avoir des vautours qui vont commencer à tourner autour de clubs en difficulté, et vous allez voir débarquer probablement des fonds d'investissement qui n'y connaissent rien en foot, hein. On serait une entreprise de yaourt, ça serait la même chose. Et c'est là qu'on va voir en fait le foot populaire dont tu parlais, Thomas. Il risque de partir et d'être relégué très très loin, et que la Ligue 2 risque de devenir plutôt un championnat de filiales où on aura peut-être des prêts massifs d'une maison mère qui sera basée soit en Angleterre, soit ailleurs. Et ça peut être inquiétant. On espère juste, effectivement, pour tous les supporters de tous les clubs qu'on rencontre, même ceux avec qui on est a priori pas en très bons termes, mais bon, pour des raisons qui sont bêtes,
et qu'il faudrait juste remettre à leur juste niveau. On leur souhaite effectivement qu'ils n'aient pas à subir le désastre d'une relégation administrative en chaîne. Il y a un club qui a connu ça en remontant la Seine plusieurs fois, et c'est vrai que si on aime, même si c'est notre rival historique, on n'aime pas trop que ça arrive parce que le seul endroit où on veut battre nos rivaux, c'est sur le terrain et pas ailleurs. Voilà, c'était un petit sujet qu'on voulait vous faire à ce niveau-là. Normalement, la situation sera stable jusqu'à la fin de saison et on ne devrait pas en revenir. Encore que, on ne sait jamais avec ça. En tout cas, attaquons maintenant notre dernier sujet, messieurs. Il est temps de parler des féminines. Bravo Constance. Constance Picot, la gardienne du HAC, a été appelée en équipe de France dans un groupe élargi pour pouvoir participer à un rassemblement prochainement. C'est une première pour le HAC féminine, bien évidemment, vu que la section accède pour la première fois à la division 1 cette année. Et pour information, la dernière fois qu'un joueur du HAC dans son ensemble avait été appelé en équipe de France, ça remonte pas hier et c'était déjà un gardien et c'était Christophe Revaux. Donc ça date de 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas et on souhaite en tout cas une bonne période à Constance parce que c'est une expérience à prendre formidable. C'est d'autant plus méritoire qu'elle est dans l'équipe qui est dernière au classement. Ça montre le niveau des performances qu'elle affiche avec le HAC et on lui souhaite du très bon. Si ça pouvait finir par un maintien pour le HAC, ce serait très bien. Messieurs, je vais vous demander votre avis, Thomas. Constance Picot appelée chez les Bleus, on se réjouit. Oui, forcément, c'est une excellente nouvelle. Et comme tu disais, effectivement, ça remonte déjà il y a 25 ans. Bon, malgré que le HAC soit connu aussi pour ses gardiens, hein, pour la qualité de ses portiers, on va dire. Donc, excellente nouvelle. Ça fait une visibilité très bonne et bienvenue pour le HAC. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas non plus un club qui a la cote dans les médias. Voilà, donc au moins ça fera parler un peu du club. C'est ça aussi hein, l'objectif, effectivement. Donc, ouais, très content, ça fait vraiment plaisir. Et je lui souhaite forcément le meilleur hein, pour ce début d'aventure et j'espère que ça va, en tout cas pour elle, que ça va durer. Et puis que ça mettra aussi en confiance les féminines dans cette, on va dire dans un dernier virage on espère un maintien. En tout cas, je leur souhaite vraiment parce que ça serait dommage de faire l'ascenseur déjà. Essayer de se maintenir, ça serait vraiment une bonne chose en tout cas. Florian, pour toi, aussi ton commentaire sur l'appel de Constance en équipe de France. Pour elle, c'est super. Déjà, mettre sur un CV que faire un rassemblement en équipe de France, c'est cool. Elle va rencontrer peut-être même certaines de ses idoles, ça se trouve. Donc ouais, non, c'est bien. Ça va être beaucoup d'expérience à prendre en compte. Pour l'image du club au Havre, c'est quand même positif aussi, faut le dire. Par contre, attention au revers de la médaille. C'est-à-dire que si elle est appelée, c'est-à-dire qu'elle est très très bonne dans son rôle. Mais vu la situation du Havre, si jamais il y a descente, il y a peut-être moyen aussi qu'un club de première division soit intéressé par ce cas et soit contacte le HAC pour un transfert. Alors après, je sais que le poste des gardiens, c'est le poste le plus compliqué pour changer de club. Mais faut faire attention à ça. Mais pour elle, évidemment, c'est que du bonheur et ça récompense cette saison qui est, même si elle est compliquée, est excellente pour elle. Alors, je pense qu'on peut quand même enlever le conditionnel à ta condition. Si le HAC descend, Constance partira tout simplement parce qu'elle sera trop grande pour le club. C'est une jeune gardienne comme ça, je crois qu'elle a 21-22 ans, appelée en équipe de France, n'a rien à faire dans une équipe qui redescend. Et malheureusement, la situation de nos féminines, c'est compliqué sans jouer. Parce que ici a gagné et désormais il y a 5 points de retard sur le premier non relégable. Ça, c'était pas une nouvelle. Mais maintenant, il y a 2 équipes qui ont 5 points d'avance sur le HAC. Ça se complique grandement et on en est presque à espérer que la D2 se joue en saison blanche pour pouvoir bénéficier d'un maintien sur tapis vert. Mais effectivement, on avait déjà dit que le maintien pour les filles se jouerait dans les premiers matchs au retour de 2021. Ça se confirme, mais à un niveau un peu plus élevé. Et il faut maintenant, il est temps de prendre beaucoup de points rapidement. Là aussi, je pense que ton objectif peut s'appliquer pour les filles de 9 points sur 15. Malheureusement pour elles, c'est un niveau de difficulté autrement plus élevé que pour les hommes. Ouais, non, ça va être... On l'a dit, ça va être compliqué, que la situation charnière c'était en ce moment. En plus, manque de chance ou situation fataliste, si les équipes devant nous se mettent à gagner, c'est même plus compliqué. Et
Ça, c'est la mission avec le fameux Tom Cruise, quoi. Ça va être galère. Faut penser à la saison d'après, essayer de reconstruire. Après, quand on dit toujours il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais quand t'es dernier et que tu gagnes très peu de matchs, je peux pas te dire refaire une série, c'est possible. Après, c'est du football, hein, on sait jamais sur un malentendu, mais quand on voit la fin de saison où t'affrontes Paris, Lyon, Montpellier, tout ça, bon bah. Il te faut tes points avant, c'est tout. Il y a pas d'histoire, Voilà, il te faut tes points avant. et là, malheureusement, ça clique pas. Donc, faut toujours être derrière, quoi qu'il arrive. Si ça descend, on leur en voudra pas, mais on leur souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive. Thomas, à toi le mot de la fin. Non, non, ce que disait Florian, c'était intéressant. Alors moi, c'est vrai que je voulais aussi souligner que on a quand même une grande absente dans ce club, c'est Jessie McDonough. Hein. Honnêtement, son manque est assez important, on va dire, pour le collectif, et notamment par son expérience américaine, hein, bien évidemment. C'est pour moi la meilleure joueuse de l'équipe, hein, qui est absente. Ouais, je pense qu'il va falloir reconstruire quelque chose si descente il y a. Moi, je sais vraiment qu'il y a un maintien, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Les points, faut les prendre contre des clubs comme ici les Moulineaux, par exemple, avant d'essayer de faire peut-être un gros coup contre un gros, hein, Montpellier, Bordeaux, Paris ou Lyon. Bon, ça reste quand même compliqué contre ces clubs-là. Tant le fossé est grand. Bordeaux, Paris, Lyon, faut voilà. Même pas. Non, mais au moins, il cherche au moins un nul. Enfin, je sais pas, vraiment un petit coup d'éclat, mais c'est compliqué. Je pense que l'écart est vraiment trop important, en fait, dans les féminines, en Ligue 1, enfin, en Division 1, pardon. C'est compliqué, hein, il y a trop d'écart. Donc voilà, faut vraiment assurer les points sur les petits, comme ici les Moulineaux par exemple, et puis voilà, faire peut-être un coup d'éclat, voilà, sur un des gros. Mais non, c'est ça. Un championnat qui est compliqué, hein. Il y a vraiment deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a les gros d'un côté, les petits de l'autre. C'est pas hyper équilibré en fait. Et non, c'est un championnat qui est quand même assez compliqué, hein. Franchement, pas évident. Donc voilà, je pense que ouais, tout a été dit, hein, effectivement, en amont là par Florian. Et ben on le redit comme toutes les semaines. Bon courage les filles, on est avec vous et on y croit encore. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.